Il est 9h32 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Et jeudi, c'est politique. Et dans l'actualité, la loi immigration est examinée au Conseil constitutionnel. Et un remaniement est, semble-t-il, aussi imminent. Comment l'exécutif peut envisager la suite de sa gouvernance qui doit durer encore plus de 3 ans? Et on vous pose d'ailleurs une question ce matin. Le Conseil constitutionnel, selon vous, a-t-il trop de pouvoir? Pour l'instant, vous êtes 89% à nous dire oui. Pour nous éclairer sur ces sujets, on reçoit en studio François Piquemal, député LFI de la Haute-Garonne, et Martin Garagnon, vice-président secrétaire général Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J'aimerais qu'on débute tout de même cette émission avec Jacques Delors, donc, qui nous a quittés hier à l'âge de 98 ans. Déjà, François Piquemal, qu'est-ce que vous souhaitez retenir de Jacques Delors? Déjà, mes pensées évidemment assez proches. Ensuite, Jacques Delors, c'est un parcours militant qui va du syndicalisme avec aussi l'engagement à témoignage chrétien, au soutien de François Mitterrand et au programme commun en 1981, qui était un programme de rupture avec le capitalisme. Et puis ensuite, c'est là où on aurait eu des désaccords idéologiques. C'est le tournant de la rigueur, c'est l'acte unique européen. Mais en tout cas, un hommage à un homme politique qui avait au moins des idéaux, et même si c'était pas forcément les miens, avec lesquels en tout cas il était intéressant de se confronter. Martin Garagnon, hommage à Jacques Delors ce matin? Oui, bien sûr. Et puis on perd un grand Européen, évidemment, des pensées à sa famille et à sa fille Martine Aubry. On voit à l'ampleur et au spectre des hommages qui ont été rendus depuis hier, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Ciotti, que la France et l'Europe perdent effectivement un homme d'État, un homme d'une grande envergure. Jacques Delors, c'est 50 ans de carrière au service de la France, au service de l'Europe, quelqu'un qui a toujours fait primer l'intérêt du collectif avant des ambitions carriéristes personnelles. On l'a bien vu lors de ce fameux débat avec Anne Sinclair, lorsqu'il a renoncé à briguer l'investiture du PS en 94 pour les présidentielles de 95. C'est quelqu'un qui a toujours su jouer collectif, et puis c'est une œuvre qui est colossale. Ça passe, il y a des sujets qui ont été très largement évoqués hier sur les ondes par des réactions comme celle de Jack Lang, de Ségolène Royal, etc. Mais c'est aussi Erasmus, c'est la construction européenne, c'est l'euro. Ça a été un moteur qui a été évidemment très entouré, accompagné par François Mitterrand, Helmut Kohl, etc. Mais ça fait partie des grands moteurs de l'Europe, comme on en a besoin pour construire cette Europe. Et j'espère qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir lors des élections européennes pour la campagne qui va s'ouvrir. Avec tout de même une évolution. C'est vrai que l'Europe qui l'a construit finalement n'est plus la même aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup d'euroscepticisme dans un certain nombre de pays. En France également, on a eu le Brexit également. C'est un nouveau monde finalement par rapport à ce qu'il a connu. Mais l'Europe a toujours été un objet politique évolutif. Et le grand challenge de l'Europe, ça a toujours été de faire comprendre ce qu'est l'Europe. L'Europe du quotidien, c'est quelque chose finalement, on le voit bien avec la montée de l'euroscepticisme en Europe, qui a toujours été assez mal perçu par les opinions publiques. Et j'espère que ça aussi sera un sujet qu'on aura l'occasion de débattre et de présenter lors de cette campagne des Européennes, de définir ce qu'est l'Europe. L'Europe, ça nourrit notre quotidien. L'Europe, c'est des projets, c'est des constructions, c'est des programmes culturels qui nourrissent le quotidien des Français. Ici, on est dans les Hauts-de-Seine. Je peux vous trouver 10 programmes qui ont été financés ou définis par l'Europe, qui construisent la vie quotidienne des Français. L'Europe, c'est aussi quelque chose de réactif. On l'a bien vu lors de la crise de la Covid. La santé ne faisait pas partie des piliers communautaires de l'Europe, et pourtant l'Europe a su s'organiser en très peu de temps pour trouver une ligne commune, pour commander des vaccins en nombre, pour faire émerger une politique de santé commune pour se protéger face à cette crise-là. Donc l'Europe, ça a toujours été un sujet de communication assez mal défini, et j'espère ça a toujours été une élection qui malheureusement a été parfois cannibalisé par d'autres sujets, notamment de politique intérieure. Je souhaite qu'on puisse parler d'Europe pour la campagne des Européennes, parce que c'est un enjeu colossal pour notre avenir, pour notre souveraineté française et de la part de tous les pays en Europe. Et la partie sur l'immigration, effectivement, est un sujet. Pendant qu'on parlait de la loi immigration en France, on voyait qu'en Europe, on avait trouvé un accord sur la question de l'immigration. Et la question de l'immigration ne peut pas passer en dehors de l'Europe. François Piquemal, est-ce que les partis politiques en France n'ont pas aussi une responsabilité sur cette question européenne, peut-être également, en n'envoyant pas forcément, on va dire, les personnalités politiques de premier plan au Parlement européen? Les partis politiques français, ils ont une responsabilité dans la défiance vis-à-vis de l'Europe, parce qu'ils ont trahi l'idée de l'Europe des peuples.
pour la plupart de ceux qui ont été au gouvernement. Le référendum de 2005, c'est quelque chose de marquant pour toute une génération et pour tout le pays dans la défiance démocratique qu'il peut y avoir aujourd'hui vis-à-vis des élites politiques et qui est légitime. Vous savez, moi, c'était mon premier vote. C'est la première fois que j'ai voté et ça m'est arrivé rarement, mais j'ai gagné mon vote. J'ai voté non au traité constitutionnel européen. Et puis, en quelques années, tout ça a été balayé alors qu'il y avait un plébiscite de ce côté-là. Donc forcément, ça pose des questions de légitimité démocratique. Et quand vous dites sur la question migratoire que l'Europe peut trouver des accords, eh bien, je pense aussi que on va se rendre compte à travers ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le projet de loi immigration que le gouvernement a menti aux Français et que tous ceux qui prétendent que par cette loi ils vont résoudre la soi-disant, qui est fausse d'ailleurs, arrivée massive de migrants en France, ont menti aux personnes parce que c'est une question de répartition dans l'Union européenne. Or, la France ne prend pas sa part, si on regarde proportionnellement à sa population et au PIB, dans l'accueil des personnes qui sont migrantes. Et je pense que d'ailleurs cette loi sera une loi, peut-être qu'on en reparlera, mais marquée du sceau de l'indignité, c'est certain, mais aussi une loi peut-être pas une des premières, mais peut-être de manière conséquente, qui a été bâtie sur des fake news, sur des sentiments, sur des chiffres totalement fantaisistes. Après, c'est une loi qui est sans doute amenée à évoluer avec le Conseil constitutionnel qui a été saisi. Alors, j'ai entendu ça. Moi, j'espère que du coup, le gouvernement va faire des lois avec toutes les propositions du programme de la NUPES, en espérant que le Conseil constitutionnel retoque ce qu'il ne lui va pas ensuite. Comme ça, on pourrait avancer pour le pays, notamment sur le pouvoir d'achat, l'inflation, la santé et d'autres sujets de préoccupation des Françaises et des Français. Je pense qu'il faut être sérieux. On verra ce que le Conseil constitutionnel en dit. Vous accusez finalement Emmanuel Macron de calcul politicien ? On ne fait pas une loi en se disant j'espère que dans ma loi, plusieurs articles vont être censurés par le Conseil constitutionnel parce que je les assume pas. Je pense qu'il faut être un minimum sérieux et rigoureux et honnête vis-à-vis de l'intelligence des gens. Martin Garagnon et c'est quand même un paradoxe puisque on a un Emmanuel Macron qui dit qu'il assume intégralement, totalement cette loi qui a été votée, puis de l'autre il nous dit que c'est un dispositif où il y a un certain nombre de dispositions qui sont pas conformes à la Constitution. Ça semble paradoxal ici. Mais le problème de la NUPES en général et de LFI en particulier, c'est qu'en fait, ils n'accordent de légitimité aux décisions des institutions qu'à partir du moment où ces décisions sont en accord avec leur ligne. Donc là, vous parlez de la décision à venir du Conseil Constitue, mais je vous prends le pari que si cette décision est la validation de la loi dans son intégralité, vous viendrez ici pour délégitimer la décision du Conseil constitutionnel. C'est un peu ce que là vous parlez, le gouvernement ment, mais je vous rappelle que cette loi elle a été votée par les députés, par vos collègues à l'Assemblée nationale. C'est la souveraineté du peuple qui ont la même légitimité que vous, Monsieur Picmal. Un élu de la nation, on ne regarde pas sa couleur de carte politique, on regarde son mandat. Sauf que là, on a une grande partie des articles qui pourraient être invalidés par le Conseil constitutionnel. On part jusqu'à 30 articles, c'est quand même énorme, c'est plus d'un tiers de cette loi. Est-ce que là, on n'a pas un problème sur un Conseil constitutionnel où on lui dit, finalement, jouer le rôle de parlementaire, quoi? Mais moi, je ne préjuge pas de la décision du Conseil. On a une institution et la Constitution de la 5e est très bien faite en ce sens. Le Conseil constitutionnel vient justement pour valider la constitutionnalité de certains articles de loi ou de la loi dans sa globalité. Ça n'est pas une nouveauté qu'il soit saisi pour étudier justement cette constitutionnalité au sujet d'une loi. C'était le cas pour un certain nombre de grandes lois ces derniers mois, ces dernières années. Donc il n'y a là rien de nouveau. On joue simplement le jeu des institutions. Le Conseil est saisi, il va délibérer. Macron n'était pas forcément obligé de saisir le Conseil constitutionnel. La NUPES l'a saisi. Oui. Il y a aussi une contribution extérieure de la part d'un certain nombre de maires de grandes villes en France qui ont déjà acté, d'ailleurs ce qui me pose un problème quand même, qui ont acté qu'ils ne voudraient pas, qu'ils n'appliqueraient pas cette loi. Il y a quand même aussi un problème là très clairement de l'égalité. Moi ça me fait penser à l'époque du vote du mariage pour tous, qui est un sujet qui m'a concerné directement à l'époque où ça a été voté sous François Hollande, quand j'avais des maires qui refusaient de célébrer un mariage. Sujet, en tout cas. Oui, mais en tout cas c'est la même posture, c'est-à-dire qu'une loi est votée, elle est proclamée, elle est validée par le Conseil.
Conseil, et on a des élus de la République qui vont prendre la décision unilatéralement de ne pas appliquer cette loi, donc de se situer en dehors du champ de la légalité. Je trouve que c'est un problème en République. Donc on verra bien ce que décide le Conseil. En tout cas, nous on est dans le respect des institutions, on l'a toujours été. C'est une séquence qui est tout à fait classique, et on verra bien ce qu'il en ressort. Évidemment, tout a été fait pour que cette loi qui est passée en Assemblée ne puisse justement pas faire trop l'objet de modifications de la part du Conseil, notamment lorsque la réforme de l'AME a été sortie de ce projet de loi, justement parce qu'il était considéré que ça puisse être considéré comme un cavalier législatif, c'est-à-dire un sujet qui n'était pas concerné par l'ensemble de la loi et que c'était un motif d'invalidation par le Conseil. Il a été décidé que cette réforme de l'aide médicale d'État fasse l'objet d'un texte de loi séparé. Donc Elisabeth Borne s'était engagée là-dessus. Donc on a fait aussi les choses, et notamment dans le cadre de la CMP, pour que on limite, entre guillemets, le risque d'inconstitutionnalité. Mais c'est la prérogative du Conseil, et donc c'est au Conseil de trancher sur ce qui est constitutionnel et ce qui potentiellement ne l'est pas. Et quant à remettre en cause la légitimité du Conseil constitutionnel, j'entendais votre sondage qui était fait sur l'excès de pouvoir du Conseil constitutionnel, ça nécessiterait une révision de la Constitution. Donc là, on est dans un autre débat. À l'heure actuelle, les institutions sont telles qu'elles sont. Est-ce que le risque ici, justement avec le Conseil constitutionnel, est-ce que le risque, c'est pas finalement de donner raison à la droite, au RN, sur la nécessité peut-être de changer cette Constitution? Mais on fait pas les choses, je pense, en se disant qu'est-ce que ça peut donner de pire. Par contre, ce qui est certain, c'est que si cette loi s'applique, ça va être une catastrophe sociale et économique pour le pays. Parce que ça va pourrir la vie de plein de travailleurs qui sont des essentiels dans la restauration. Dans le BTP, il va y avoir les Jeux Olympiques. Beaucoup des travailleurs qui ont travaillé sur les Jeux Olympiques sont des travailleurs... On va les régulariser, c'est une catastrophe pour eux. Sur la restauration, sur la santé. On a aujourd'hui quasiment 3000 médecins qui demain sont en grève parce qu'ils ont des diplômes hors de l'Union européenne et qui n'ont pas été revalidés pour l'année prochaine. Or, on sait que le système de santé aujourd'hui, notamment dans les urgences, tourne beaucoup parce qu'il y a des médecins et des soignants étrangers qui les font tenir. On régularise tous les travailleurs étrangers. Oui, nous on est pour la régularisation de toutes et tous les travailleuses et travailleurs qui sont dans ce pays et qui sont sans papier ou étrangers, parce que tout simplement ils vivent, ils contribuent à la vie de notre pays, et c'est son histoire. C'est son histoire de manière large, de toute façon. De savoir accueillir, et c'est une grande loi d'accueil qui nous manque aujourd'hui. Vous savez qu'on investit 10 fois moins dans les cours de français pour ceux qui arrivent que dans les expulsions des personnes. Donc vous voyez qu'il y a deux choix politiques qui sont différents. Il y a un choix qui rétrécit, qui rabougrit la France, c'est celui qui a été pris, et il y a un choix qui décide de faire de la France une grande nation qui parle au monde, parce que avec cette loi aussi, c'est notre notoriété au niveau international, et notamment dans la francophonie qui en prend un sacré coup, avec la caution pour les étudiants étrangers. La NUPES est constamment dans la recherche du chaos. À entendre Monsieur Piquemal, vous êtes en train de... Au contraire, c'est plutôt l'ordre, nous. Mais, ah bon, ce serait bien une nouveauté, justement. Cette loi va mettre le chaos. On va laisser parler Martin. Je vous écoute, pardon. Cette loi, elle protège... elle protège les Français, et elle protège aussi un certain nombre justement d'étrangers qui sont dans des situations qui à l'heure actuelle ne pouvaient pas être réglées. Mais simplement, je vous rappelle que vous avez voté avec le Rassemblement national la motion de rejet. Donc, il est quand même assez cocasse de vous entendre maintenant venir vous plaindre d'un texte que nous avions en commission des lois sous la présidence de Sacha Houlié fortement amendé suite à la version initiale du Sénat, et que vous avez refusé de débattre en joignant vos voix à celles du RN. Ce que vous avez fait aussi sur le vote final du texte. Alors, c'est deux séquences différentes. C'est-à-dire que nous, la commission des lois présidée par Sacha Houlié, avait donc pris, je le rappelle pour les auditeurs, avait donc pris le texte qui avait été voté par le Sénat et l'avait amendé pour le proposer en vote à l'Assemblée nationale. Donc, et il y avait un grand nombre de dispositions qui avaient été modifiées dans un sens, on va dire, d'adoucissement sur certains points. C'est ce texte-là qui a fait l'objet d'une motion de rejet. La motion de rejet, c'est simplement les députés qui ont dit non, on ne veut même pas en entendre parler, on ne veut même pas en débattre. Et cette motion de rejet a été votée par les députés LFI comme par ceux du Rassemblement national. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé finalement à devoir débattre en Assemblée d'un texte qui était le texte du Sénat, qui était beaucoup plus
plus dur. Qui était beaucoup plus dur que le texte qui était proposé. Et donc maintenant, M. Piquemal a refusé d'étudier ce texte en votant cette motion de rejet. Et maintenant, il vient se plaindre en disant oui, mais ce texte est extrêmement dur. On va écouter votre réponse, François Piquemal, dans un instant, si vous le voulez bien. On va continuer bien sûr ce débat et puis on parlera aussi de la question du remaniement. Tenez, à tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Et on poursuit jeudi politique avec nos invités ce matin. Martin Garagnon, vice-président, secrétaire général Renaissance des Hauts-de-Seine. Également avec nous François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne. Vous avez été interpellé, François Piquemal, sur le vote de cette motion de rejet avec le RN, en l'occurrence, qui l'a voté en tout cas également. Ça vous faisait réagir ? Oui, bon, parce que c'est un argument qui revient souvent, notamment dans ceux de la Macronie, pour justifier ce vote qu'ils ont eu avec le Rassemblement national sur la loi immigration. Une motion de rejet, ce n'est pas un texte, c'est quand on estime que une loi, ses tenants, ses aboutissants, n'a pas de raison d'être examinée à l'Assemblée nationale. Il était donc légitime pour nous, la NUPES, de déposer une motion de rejet. Le RN et LR l'ont fait pour des raisons totalement différentes. Libre à eux de voter la nôtre, ils l'ont fait. Par contre, sur le contenu et le fond de la loi immigration, ce qui s'est passé, c'est que 100% des députés RN ont voté pour cette loi. 100% des députés LR aussi. 100% des députés LR aussi. 25% des députés de la Macronie ne l'ont pas voté. Ce qui montre qu'il y avait davantage un malaise dans la Macronie pour voter cette loi immigration que chez le RN et LR, qui ont tous deux d'ailleurs parlé de victoire idéologique, et c'en est une, notamment quand on l'a revient vu dans le gouvernement aussi avec la démission d'Aurélien Rousseau. J'aimerais, pour montrer un petit peu l'impact, parce qu'on peut parler de l'impact économique, social, je l'ai évoqué rapidement, mais l'impact humain aussi, sur un certain nombre de personnes qui se sont senties et qui se sentent particulièrement visées par cette loi. Ouais. Je vous prends juste un petit témoignage. Un petit témoignage, si vous le voulez bien, c'est celui de la comédienne Rachida Brakni, qui, le jour où la loi a été votée, écrit ceci. Fille de Kadour et de Keïra, tous deux sont nés en Algérie. Tous deux ont trimé toute leur vie pour offrir une vie décente à leurs enfants. Lorsque je suis née, ma mère était sans papier. Grâce au droit du sol, j'étais de fait française. J'étais la fille d'immigrés, pas tout à fait française selon certains, mais j'avais la loi pour moi, avec moi. C'est un sombre jour qui laissera des traces. Sur la question du droit du sol. Bien sûr. Parce que cette loi revient sur la question du droit du sol. Qui sera plus automatique, mais il faudra la demander. Il faut savoir, faudra la demander entre 16 et 18 ans. Et c'est une des mesures que dénonce l'UNICEF parmi d'autres dans cette loi. Parce qu'il faut savoir que, notamment, on en parle très peu, et ça aurait mérité une loi de grande ampleur à l'Assemblée. Il y a aujourd'hui 3000 enfants qui dorment à la rue dans notre pays. Celles et ceux qui ne sont pas français, avec leurs parents, eh bien désormais, avec cette loi, quand ils appelleront le 115, on leur dira « Non, écoutez, vous n'avez pas vos papiers, continuez à dormir dehors ». C'est ça la réalité de ce qui va s'appliquer. Mais il y a une chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'au final, vous avez eu une loi qui est passée beaucoup plus dure que ce qui aurait été prévu si vous aviez accepté d'en débattre. On parlait de Jacques Delors tout à l'heure, et je pense que l'époque à laquelle il a appartenu, c'est une époque où, malgré les désaccords politiques, il y avait une espèce de bienséance républicaine qui faisait que quand un ministre prenait un tel désaveu qu'il en a pris avec la motion de rejet, il démissionnait. Et qu'un président, on en viendra peut-être sur le remaniement, n'acceptait pas d'avoir une sorte de magasin de casseroles Mobalpa dans son gouvernement, avec des ministres qui traînent tous quasiment des affaires en série. Maintenant, on a appris que la ministre de la Santé était dans... Vous voulez qu'on parle des députés LFI aussi ? Oui, mais je pense, si vous voulez, on peut prendre cas par groupe, mais je pense que quand on est ministre d'un gouvernement, qu'on prend ainsi une motion de rejet, qu'on a un tel échec, un tel désaveu, la dignité, à mon avis, c'est de démissionner et de dire ce texte, il n'est pas mûr pour trouver une majorité, ou alors avec un compromis comme vous l'avez fait, qui donne carte blanche au Rassemblement national et à ses idées. Et ça, c'est dommageable, à mon avis, pour la bienséance Martin Garagnon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, le calendrier judiciaire, je pense à Olivier Dussopt, va avoir un impact sur la question de ce remaniement. Oui ou non, ça sera le 17 janvier pour le jugement d'Olivier Dussopt. Oui, je ne suis pas persuadé que sur des enjeux aussi importants, le calendrier du président de la République dépende uniquement de s'il est condamné, la question va se poser. Évidemment, mais je crois que la décision est rendue le 17 janvier. Oui, 17 janvier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que s'il est condamné, est-ce qu'il doit rester au gouvernement ou pas ?
Ah bah ça c'est une décision qui ne m'appartient pas, qui appartient à la fois au ministre du SOPT, à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron. Vous pouvez avoir un avis en tout cas là-dessus. Je pense que lorsque vous faites l'objet d'une condamnation définitive, c'est-à-dire qui ne fait pas l'objet d'un appel, puisque tant qu'il y a une procédure en cours, vous bénéficiez en France, et tant mieux, heureusement encore, de la présomption d'innocence. Lorsque vous faites l'objet donc d'une condamnation définitive, vous êtes nécessairement empêché sur un certain nombre de points d'exercer un mandat ministériel. Une fois de plus, ce qui prime, c'est la qualité de l'action et l'efficacité de l'action d'un ministre. Moi, c'est ma seule boussole, et je suis convaincu que c'est la seule boussole du président de la République. Emmanuel Macron n'est pas là pour faire du chiracisme fin de règne. Il l'a dit, il sera le président jusqu'au dernier quart d'heure. Il est là pour réformer notre pays. Il le fait déjà depuis 2017. Il veut continuer à le faire jusqu'à la fin de son mandat. Donc notre boussole, c'est l'action, c'est l'efficacité. Et si effectivement la question du casting freine un certain nombre de réformes, évidemment que la question du casting doit être posée et débattue. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Il y a aucun tabou là-dessus. Gérald Darmanin, par exemple, qui s'est mis à dos les LR sur cet exemple de là on parlait de décision de justice. Là pour Darmanin c'est un autre sujet dont on peut débattre. Mais sur les décisions de justice, on a vu aussi la décision qui a été donnée en faveur de Éric Dupond-Moretti, qui a été conforté et totalement blanchi, innocenté. Donc une fois de plus, nous on respecte les institutions. Mais là pareil, je rappelle que nos oppositions, certaines oppositions en tout cas, notamment LFI, maintenant que la décision a été rendue en faveur de Dupond-Moretti, c'est-à-dire en disant bah non, le garde des Sceaux est totalement innocent dans cette affaire, en viennent à délégitimer l'institution qui a rendu cette décision. C'est-à-dire qu'une fois de plus, lorsque vous n'êtes pas d'accord... La Cour de justice de la République. Exactement, et demande sa suppression, etc. Donc, une fois de plus, les institutions, elles ne sont pas à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elles sont légitimes, quelles que soient les décisions qu'elles rendent. Sinon, vous n'êtes plus dans un État démocratique. Pareil pour la présomption d'innocence. Ça ne peut pas être à géométrie variable. Donc là-dessus, il faut être extrêmement clair. Donc, la question du remaniement, si elle doit se poser, elle se posera. Ce qui prime, une fois de plus, c'est l'efficacité de l'action. Là où je rejoins M. Piquemal et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, la situation dans une majorité relative, elle est totalement différente de la situation dans une majorité absolue. Donc là-dessus, il faut évidemment qu'on puisse tirer les leçons d'un certain nombre d'événements, de situations qui se sont passées. Ce qui n'a pas été le cas là. Moi, je considère que la séquence sur la réforme des retraites aurait dû nous faire prendre conscience de cette situation nouvelle qu'on découvrait, majorité relative, et que ce qui s'est passé sur la loi immigration montre que effectivement toutes les leçons n'ont pas été tirées suite à la séquence des retraites. Ça a été mis sous le tapis avec le 49.3. Et c'est bien dommage. Ouais. Et le 49.3, moi je fais partie de nombreux, nombreuses autres personnes qui étaient en faveur d'un vote, et je suis convaincu, à l'heure où je vous parle, et je l'étais déjà lorsque le 49.3 a été déclenché, je suis convaincu que ce vote aurait été gagné sur la réforme des retraites. François Piquemal pour conclure. Oui, pour conclure sur le sujet du remaniement. Oui. Bon, moi, je sais pas. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Bon, la cohérence, ce serait au point où on en est que M. Macron prenne Éric Ciotti comme Premier ministre. D'ailleurs, le même Éric Ciotti, j'en profite pour parler d'un sujet qui passe un peu à la trappe, mais il y a eu le bilan triennal de la loi SRU. Vous savez, la loi SRU, c'est cette loi qui veut que dans un certain nombre de communes, vous deviez avoir 25% de logements publics. Vous parliez tout à l'heure de chaos. Eh bien, il y a des zones de non-droit dans ce pays. Et je pense qu'il y a des maires qui n'appliquent pas la loi SRU, qui font de la sécession par rapport à la République. Et qui payent des pénalités. Il y a M. Estrosi, par exemple, à Nice, qui ne cesse de ne pas respecter la loi SRU. Il y a le territoire de M. Ciotti, où on compte seulement 3% de logements publics, alors que la loi en exige 25%, sans qu'il y ait d'efforts. Et ces personnes qui se donnent des airs autoritaires comme ça ne font en fait régner aucun ordre en termes de justice par rapport à l'accès au logement. Et c'est pour ça que je dépose une proposition de loi, je vous l'annonce, qui sera présentée le 4 janvier à Nice, pour en finir avec les multirécidivistes que sont les maires qui ne respectent pas les lois de la République, et là en l'occurrence la loi SRU. Ça veut dire qu'il faut renforcer les sanctions vis-à-vis des maires qui à répétition ne font aucun effort pour mettre des logements publics. Quel type de sanctions ? Parce que là déjà... Eh bien, ça peut aller à des sanctions financières qui sont plus importantes, ça peut aller aussi au fait qu'à un moment l'État reprenne la main sur la question de l'urbanisme dans certaines communes quand le maire est défaillant depuis plusieurs années.
années. Et donc, on va essayer de remettre de l'ordre là où il y en a si peu et là où certains font de la sécession par rapport aux lois de la République. Le retour des colcos. François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne, Martin Garagnon, vice-président, secrétaire général Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Jeudi politique, c'est fini. On revient demain. Marilyn, un mot déjà sur le sondage très rapidement. Oui, le Conseil constitutionnel a-t-il trop de pouvoir ? 89% de nos auditeurs disent oui et beaucoup remettent en question la légitimité des membres du Conseil constitutionnel. Oui, gros débat aussi là-dessus. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite une très belle journée. Dans un instant, le meilleur de Sud Radio Média. Et puis dans la foulée, Philippe David, bien sûr, sur Sud Radio. Très belle journée, à demain.